le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays devraient rejoindre l'Union européenne. Alors aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec ces nouveaux membres, puis j'analyserai les craintes que suscite cet élargissement chez les actuels membres de l'Union européenne. Et puis, dans une troisième partie, les cartes, évidemment, seront bienvenues pour réfléchir aux futures frontières de l'Union européenne. 6 ans après la Deuxième Guerre mondiale, 6 États européens décident de coopérer pour tenter de garantir la paix en Europe et pour faire face à l'expansion du système communiste. Ainsi naît la Communauté européenne. Comme l'exprime le traité de Rome et les traités qui lui ont succédé, je cite, « La vocation de l'Union européenne est de s'ouvrir à d'autres États européens. » Fin de citation. Ainsi, en 50 ans, on est passé de 6 membres en 1951 à 9 en 1973, puis à 10 en 1981, à 12 en 1986 et à 15 en 1995. Et cet ensemble de 3 300 000 km² et de 380 millions d'habitants exerce une forte attraction sur les riverains immédiats. D'abord parce qu'avec un marché unique et une monnaie commune, l'Union est devenue une sorte de modèle d'intégration régionale avec un niveau de vie pour ses habitants qui fait envie. Et puis aussi parce que l'Union incarne valeurs et pratiques démocratiques. Il était logique d'accueillir nos voisins est-européens qui ont dû, contre leur volonté, vivre sous les dictatures communistes entre 1947 et 1989. Voilà pourquoi, en 2004, 10 nouveaux membres vont rejoindre l'Union européenne. 8 sont des anciens pays d'Europe de l'Est, les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, et 2 pays sont méditerranéens, Malte et Chypre. Ces 10 pays ont été retenus par Bruxelles car ils remplissent les 3 critères de Copenhague fixés en 1993. Premièrement, des institutions démocratiques où la protection des minorités est garantie. Deuxièmement, une économie de marché capable de faire face à la concurrence des 15. Et puis troisièmement, la capacité à intégrer toute la législation de l'Union, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, qui est réparti en 31 chapitres, notamment circulation des personnes, l'agriculture, la politique étrangère, l'euro. Et en adhérant le 1er mai 2004, ces 10 pays pourront participer aux élections européennes de juin 2004 et ainsi avoir leurs représentants au futur Parlement européen. Alors faisons connaissance plus en détail avec ces futurs membres de l'Union européenne. On trouve du nord au sud l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Devenus indépendants en 1918, ils ont été annexés en 1940 par l'Union soviétique. Alors pour ces pays baltes, l'Union européenne permet de sortir définitivement de la dépendance vis-à-vis de Moscou. En Estonie et en Lettonie, la présence de fortes minorités russes, environ 33%, a longtemps fait obstacle à leur adhésion. Ces minorités ont servi à Moscou de levier diplomatique pour empêcher l'élargissement, mais en même temps, ces Russes n'étaient pas reconnus comme citoyens, ce qui était contraire aux critères définis par l'Union avant toute adhésion. Les États baltes sont présentés souvent comme un ensemble, alors qu'en fait, ils sont très différents les uns des autres. L'Estonie a une population de 1 400 000 habitants, d'origine finno-ougrienne, comme les Finnois, alors que les Lettons et les Lituaniens sont d'origine balte. Les Lituaniens sont 3 700 000 habitants, ils sont catholiques, alors que les Estoniens sont protestants, comme la majorité des Lettons, qui sont de 1 400 000. L'Estonie a tôt engagé des réformes pour passer à l'économie de marché, comme la Lettonie, dont 67% des exportations vont vers l'Europe occidentale. En revanche, la Lituanie est restée plus agricole et les réformes économiques sont beaucoup moins avancées. Bien, autre pays entrant, la Pologne.
C'est le plus peuplé des 10 pays, avec 38 millions d'habitants, le plus grand, avec 312 000 km². L'économie polonaise est très agricole, ce qui va soulever la question du financement de la PAC. Je vous en parlerai en détail plus tard. Mais cette adhésion est très soutenue par la France pour des liens historiques et par l'Allemagne, la Pologne étant son premier et principal voisin à l'Est. Inconcevable d'opérer un élargissement vers l'Est sans accueillir en priorité la Pologne. Plus au centre de l'Europe, la République tchèque. Jusqu'au 1er janvier 1993, elle formait avec la Slovaquie voisine la Tchécoslovaquie. Elle a aujourd'hui 10 millions d'habitants pour 79 000 km². Elle a très vite dépassé le niveau de vie d'avant la chute du mur et c'est l'un des pays les plus avancés dans l'intégration de l'acquis communautaire. La Slovaquie voisine est donc née de son divorce avec la Tchécoslovaquie. Elle n'avait jamais été indépendante auparavant. C'est un pays plus agricole, de 5,5 millions d'habitants. Elle s'est lancée plus tardivement dans les réformes, car Bruxelles était réticente à négocier avec le gouvernement populiste de Vladimir Meciar. La minorité rom de Slovaquie est estimée à presque 10% des Slovaques et elle pose toujours un problème d'intégration politique et sociale. Plus au sud, la Hongrie. Elle a été le premier des ex-pays de l'Est à poser sa candidature en 1994. Elle a 9 900 000 habitants pour 93 000 km². Sa population est favorable à 75% à l'adhésion à l'Europe. Et comme la Tchéquie, elle a une économie dynamique malgré une inflation élevée. Enfin, la Slovénie, c'est le seul nouveau membre issu de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, frontalière de l'Italie et de l'Autriche. Ces 2 millions d'habitants sont en majorité catholiques. Ce sont les plus occidentaux des Slaves du Sud. Ce sont eux qui ont le niveau de vie le plus élevé des 8 nouveaux membres d'Europe centrale. Et la Slovénie devrait d'ailleurs être prête dès 2003 pour boucler les 31 chapitres des négociations. Et puis, l'Union européenne va s'ouvrir sur la Méditerranée. Malte, c'est un petit archipel au large de la Sicile, comprenant les îles de Gozo, Comino et Malte. Elle fait 316 km² pour 392 000 habitants. Ce seraient des descendants des Phéniciens. Son économie développée est basée sur le tourisme, sur la finance et sur les pavillons de complaisance, ce qui évidemment va poser problème. L'arrivée de Chypre soulève aussi un certain nombre de questions. Comment l'Union européenne peut-elle intégrer une île dont la partie nord est occupée militairement par la Turquie depuis 1974? Et puis quelle sera la réaction de la Turquie qui a menacé d'annexer cette partie nord de l'île si Chypre adhère à l'Union divisée? Et les Grecs, eux, n'auront-ils pas un nouveau soutien chez les Chypriotes, majoritairement grecs, pour refuser l'élargissement futur de l'Union à la Turquie? Sauf si le projet de fédération proposé par les Nations Unies en novembre 2002 est accepté par les deux parties et que c'est une Chypre réunifiée qui devienne membre en 2004. L'île est par ailleurs très développée, mais on lui reproche d'accueillir trop de sociétés offshore, quelques 40 000, et trop de pavillons de complaisance, en somme d'être un paradis fiscal. Voilà donc ce bref tour d'horizon. Les pays les mieux portants économiquement sont Chypre, Malte, la Slovénie, la République tchèque, alors que le PIB par habitant pour les autres n'atteint pas 50% de la moyenne des 15. En 2004, l'Union européenne à 25 membres aura 452 millions de citoyens et 4 millions de km². En termes de peuplement, elle deviendra le troisième ensemble institutionnellement organisé après la Chine et l'Inde. Et en termes économiques, elle devrait peser plus encore face à l'Asie et aux États-Unis. Voilà, je vous ai donc présenté un tableau factuel, plutôt positif, mais il ne faut pas se cacher que pour les nouveaux arrivants, les craintes sont nombreuses.
il y a cette crainte que nous avons du mal à percevoir, qui consisterait à passer de l'ingérence de Moscou à celle de Bruxelles, de l'Union soviétique à l'Union européenne. En Tchéquie, en Pologne, en Lettonie, il y a la crainte que les étrangers européens achètent des terres. En Pologne, on craint que les valeurs catholiques ne se perdent peu à peu dans la laïcité européenne. Et puis la peur tout simplement d'être les mal-aimés de l'Union européenne, de devenir des Européens de seconde zone. Et pourtant, tout le monde se presse d'appartenir à cet ensemble de pays riches et démocratiques, faire partie du club et ne pas être relégué à la périphérie. Voilà, le paradoxe est là. L'attrait qu'exerce l'Union montre que la méthode inventée par les Européens il y a 50 ans est un succès, ou en tout cas une solution.